Nous sommes le 23 octobre 2021. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette édition. Au sommaire de cette édition, les médias ont un grand rôle à jouer dans la gestion du secteur minier au Burundi. Les propos sont du président de l'Association burundaise des consommateurs. Il les a tenus lors d'un atelier de sensibilisation sur la mobilisation des ressources naturelles à l'endroit des médias. Vous aurez les détails dans cette édition. Nous allons également vous parler de préoccupations de certains élus du peuple par rapport au financement des coopératives. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette édition. Les médias ont un rôle prépondérant dans la bonne gouvernance du secteur minier au Burundi. C'est ce qu'a indiqué ce samedi le président de l'Association burundaise des consommateurs à Buko lors d'un atelier de sensibilisation sur la mobilisation des ressources naturelles à l'endroit des médias. Pierre Ndouayo, président de cette organisation, reconnaît cependant que des avancées ont été enregistrées en matière de gouvernance minière. Suivez-le. C'était un atelier d'échange et renforcement mutuel de capacité parce que nous savons que le rôle est prépondérant des médias, que ce soit dans l'information en droit de la population, que ce soit aussi dans la dénonciation de certains abus qui peuvent être observés. Et ce rôle est vraiment prépondérant. C'est pourquoi nous avons organisé cet atelier. Et ça concerne le secteur qui est sensible, le secteur minier. Et vous savez, quand vous lisez le plan national de développement, et le secteur minier est placé à un niveau appréciable et c'est pourquoi après pratiquement bientôt 4 ans que ce plan national de développement est élaboré, nous pensons que ce secteur minier devrait jouer le rôle qu'on lui attribue. C'est pourquoi c'est une campagne de sensibilisation surtout à l'endroit des médias pour essayer de demander aussi au pouvoir public quelle est la part de ce secteur depuis l'élaboration du plan national de développement jusqu'à aujourd'hui, et vu la période qui vient de s'écouler, et vu aussi la période qui reste à franchir, comme ça on peut mesurer la part de ce secteur et essayer de voir ensemble qu'est-ce qui manque pour essayer de passer outre les obstacles qui minent ce secteur. Mais nous nous réjouissons quand même que c'est un secteur que le gouvernement a pris comme un secteur prioritaire. Vous avez aussi constaté que depuis 2013, nous avons eu une législation qui régit ce secteur, malgré peut-être certaines imperfections qu'il y a. Déjà, quand il y a la législation, ça montre la volonté politique. Et s'il y a des insuffisances, il y a lieu de les signaler. Et je vous dirais en passant, comme nous avons eu l'information que le cadre légal est en train d'être révisé et nous pensons que d'ici peu, le secteur minier pourra occuper la place qui est la sienne dans l'économie du pays, comme c'est préconisé dans le plan national de développement. Cette organisation recommande également l'adhésion effective du Burundi à l'initiative relative à la transparence de l'industrie extractive ITIE. Pierre Ndouayo trouve que cette adhésion pourra accélérer la traçabilité de l'or. Suivez encore une fois Pierre Ndouayo. Ce qui doit être fait, c'est la transparence de ce secteur. Parce que, comme je l'ai dit, quand le secteur n'est pas transparent, il est source de tous les maux. Et vous avez entendu parler de minerais qui provoquent la guerre dans pas mal de pays. C'est pourquoi beaucoup d'initiatives ont été mises sur place, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau régional et que ce soit ici au niveau national, pour que le secteur minier soit transparent et serve à la croissance économique plutôt qu'à alimenter des guerres comme on a observé dans pas mal de pays qui regorgent malheureusement beaucoup de minéraux mais qui sont exploités de façon non transparente. Si on adhère à cette initiative, la plus-value c'est que les minéraux burundais seront exploités de façon transparente depuis les mines jusqu'à la transformation dans le produit fini en essayant d'avoir la traçabilité de ces minéraux et si la transparence y est, ça va servir au développement du pays.
Et nous ne sommes pas encore à l'adhésion totale, mais nous avons déjà franchi des pas très très remarquables. Vous avez entendu que le gouvernement a déjà eu la certification d'étroité par la CIRGL. Et c'est vrai, au niveau de l'or, il y a encore des étapes à franchir, mais déjà, on se réjouit qu'il y a certaines étapes qui ont été franchies. Et il y a aussi une promesse que les étapes qui ne sont pas franchies seront franchies prochainement. Mais au niveau de notre association, nous disons qu'il ne faut pas qu'il y ait des promesses. Nous devons absolument suivre de façon périodique l'état de mise en application de certaines recommandations pour l'adhésion totale à l'ITIE, parce qu'en adhérant totalement à cette initiative, et ça pourra permettre d'exploiter nos mines de façon rationnelle et transparente et au profit de toute la population. Page société, maintenant, certains élus du peuple ont des préoccupations quant au financement des coopératives qui n'atteignent pas la population. Ces préoccupations ont été émises cette semaine lorsque le Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni présentait le rapport du deuxième semestre de son gouvernement pour l'exercice 2020-2021 devant le Parlement. Ces députés trouvent que le financement des coopératives est sélectif. Le Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni a révélé que la capacité de remboursement est le critère de sélection. Suivez ce reportage de Moïse Misago. Ce rapport présenté devant les deux chambres réunies prévoyait 29 milliards pour le financement des coopératives collinaires. Ce sénateur trouve que ce financement n'atteint pas à toute la population. Cet argent n'arrive pas à sa destination sur les collines. L'on nous avait promis qu'une loi était en cours d'élaboration pour mettre au même pied d'égalité toutes les communes. On aimerait savoir où en est-on avec l'élaboration de cette loi pour que toutes les communes soient servies. Sur chaque colline, une seule coopérative est bénéficiaire de ce financement selon ce député. Ce dernier veut savoir les critères de sélection étant donné que ce financement des coopératives provient du budget de l'État. L'on nous a indiqué que 79 milliards ont été débloqués pour financer les coopératives, à savoir une coopérative par colline. Nous savons que sur chaque colline, il y a plusieurs coopératives. On aimerait demander au Premier ministre de nous donner la lumière sur le choix d'une coopérative par colline, alors qu'il y en a beaucoup. Cet argent provient du budget de l'État. Comment est-ce que les membres de ces autres coopératives ont accueilli cette décision? Le Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni explique que la capacité de remboursement de ce financement est le critère principal. Ça dépend de la planification des projets de développement de ces coopératives. Sont financées en premier lieu les coopératives qui ont des projets en rapport avec l'agriculture et l'élevage. En deuxième lieu viennent d'autres projets. C'est pourquoi ceux qui ont des projets pilotes sont servis en premier lieu, surtout qu'ils soient capables de rembourser cet argent. Vous demandez comment ceux qui n'ont pas été servis apprécient une telle situation. Il faut que ces derniers acceptent la décision prise en leur défaveur. Quant à la préoccupation de ce financement qui n'arrive pas à toute la population, le Premier ministre précise qu'une loi relative est en cours de traitement. Quittons Bujumbura et rendons-nous à l'international, au Mali. Plus exactement, une délégation du Conseil de sécurité est attendue ce samedi à Bamako pour inciter le Mali à revenir à un pouvoir civil après 9 mois après 2 putschs en 9 mois, une région en proie aux violences djihadistes et intercommunautaires, comme le rapportent ces images de nos confrères de France 24.
La délégation du Conseil de sécurité rencontrera ce week-end les autorités de transition, les groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger, ainsi qu'une partie de la société civile. Une délégation co-dirigée par le Kenya, le Niger et la France, spécialement accompagnée par l'ambassadrice américaine de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield. Alors ce sera l'occasion pour les membres du Conseil de sécurité de faire le point sur le délai de la transition, la mise en œuvre de l'accord de paix et la dégradation du contexte sécuritaire au Mali. Cette visite intervient une semaine après celle du président du Ghana et de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo. Dimanche dernier, la CEDEAO a rappelé à Assimi Goïta, président de la transition au Mali, que les autorités devaient respecter leurs engagements en organisant des élections présidentielles et législatives en février 2022. Et puis cette venue intervient alors que le Mali semble se chercher de nouveaux partenaires. À l'heure où la France a amorcé le retrait de ses troupes militaires dans le nord du pays, un retrait qui inquiète tandis que les forces de sécurité peinent à faire face à l'expansion de groupes djihadistes sur l'ensemble du territoire malien. Et puis enfin dimanche, la délégation rendra hommage aux casques bleus tués lors d'attaques au Mali depuis le début de la mission en 2013, avant de partir pour Niamey au Niger. En Éthiopie, l'ONU suspend ses vols vers le Tigré après une nouvelle frappe aérienne, après que l'armée éthiopienne ait mené vendredi de nouvelles offensives vers le Tigré. L'ONU a demandé la suspension de ses vols en direction de la région en guerre pour ses personnels humanitaires. Images et commentaires toujours de nos confrères de France 24. Mekele est bombardée. Pour la 5e fois cette semaine, la capitale de la région éthiopienne du Tigré est dans le viseur de l'armée. Le gouvernement affirme cibler des installations militaires du TPLF, le mouvement rebelle avec lequel Addis Abeba est en guerre depuis novembre 2020. Vendredi, une frappe aérienne a contraint un avion humanitaire de l'ONU à rebrousser chemin et conduit l'organisation à suspendre ses 2 vols par semaine vers cette région menacée par la famine. Je peux confirmer que le gouvernement a été informé de ce vol avant qu'il ne décolle. Et je peux également confirmer que le vol a été contraint de faire demi-tour en plein vol en raison des événements au sol. Nous sommes évidemment préoccupés par ce qui s'est passé aujourd'hui et par ce que cela signifie pour les opérations humanitaires dans le nord de l'Éthiopie à l'avenir. Ces attaques marquent une nouvelle escalade dans ce conflit qui dure depuis près d'1 an. Fin 2020, le Premier ministre Abiy Ahmed avait envoyé l'armée dans cette région du nord du pays pour en chasser les autorités régionales dissidentes issues du TPLF, parti anciennement au pouvoir. Mais après des mois de conflits meurtriers et l'annonce d'un cessez-le-feu, les rebelles ont repris l'essentiel du territoire et élargi leur conquête aux régions voisines. Il y a 2 semaines, le gouvernement a lancé une contre-offensive massive. En l'espace d'1 an, le conflit a tué des milliers de personnes et en a déplacé plus de 2 millions. Avant de clôturer ce journal, nous profitons de cette occasion pour féliciter notre confrère Elinibel Nibigila qui a convolé en juste noces avec mademoiselle Zena Bella. Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde, qu'il perdurera à jamais dans leur nouveau foyer. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous.